plus modestement, à sauver l'âme de la France. Voilà en gros. Alors on peut donc considérer que le début d'une éducation minimum, c'est de l'esthétique et ça se manifeste sous la forme de nostalgie, c'est-à-dire le regret du temps d'avant. Vous savez, l'étymologie de la nostalgie, je vais vous faire l'affront, voilà, tous ceux qui ont fait du grec. C'est la douleur de celui qui se languit du retour, c'est la douleur d'Ulysse qui cherche à retrouver Pénélope et qui reste quand même 7 ans dans le lit de Calypso, parce que ce qui nous rend Ulysse familier, c'est qu'il est imparfait. Cette nostalgie esthétique, qui est celle de notre génération, c'est la nostalgie d'avant. Mais en fait, avant, pour tout le monde, c'est quand même assez vague. On sait que c'était mieux avant parce qu'on est tous de fiefés réactionnaires, mais on ne sait pas exactement où ça commence avant. Alors c'est quoi avant? Et cette question on appelle une deuxième. Quand a commencé la décadence? Quelle est l'année du début du merdier? Grand débat typiquement de droite, dans lequel il y a énormément d'écoles. On peut dire que c'est en 1981, pour les enfants du 10 mai qui sont nés sous l'orage. On peut dire que c'est en 1962, l'abandon de l'Algérie. On peut dire que c'est en 1945, quand on a commencé à donner la culture et l'éducation à des communistes. On peut considérer que c'est en 1918, la fin du grand génocide européen qui a tué 1,5 million de papas. On peut considérer que c'est en 1789, c'est quand même un grand classique. Mais si c'est 1789, quel 1789? Est-ce que c'est la prise de la Bastille ou est-ce que ça commence dès avant au serment du jeu de paume? Alors on ne sait pas, on n'est pas sûr. Et donc on peut tirer le trait comme ça quasiment jusqu'à l'absurde. Et donc tirons-le jusqu'à l'absurde, on peut dire que l'année où tout a mal commencé, c'est 1314. En fait, 1314, c'est l'année où Philippe le Bel entérine le gallicanisme, après la gifle administrée par Noguera au pape, on n'est pas sûr que c'est... c'est l'année où il lève pour la première fois des impôts à l'échelon national, au lieu de les laisser dans la main des seigneurs. Et c'est l'année où l'adultère des princesses royales est connu, c'est la première occurrence d'un scandale people médiatisé. Donc en fait, en gestation, il y a les impôts à l'échelle nationale, les élites décadentes et la séparation, la fin de l'obéissance à Rome. Donc il y a déjà en gestation tout ce qui ne va pas. 1314 a des terribles. Il faut relire Les Rois maudits et la malédiction probablement apocryphe de Jacques de Molay, soyez maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. Et en fait, la 13e génération, je ne sais pas si vous aviez entendu la même chose que moi quand vous étiez petit, c'est pas celle de Louis XVI, c'est celle des enfants de Louis XIV qui de fait sont tous morts. Donc voilà. Si on se met d'accord sur cette date de 1314, ça fait donc à peu près 700 ans qu'on est nostalgique. Raison pour laquelle d'ailleurs on pense souvent, quand je dis nous les réactionnaires, peu importe ce qu'on est derrière tout ça, au Moyen-Âge, et on y pense complètement à l'opposé de la manière dont les gens en parlent aujourd'hui. Pour les gens, le Moyen-Âge, c'est une période sale et dangereuse, dans laquelle on avait des craintes irrationnelles, de maladies qui en fait étaient tout à fait faciles à guérir, une époque où les villages étaient coupés les uns des autres, et ils étaient séparés par des forêts, ils ne se parlaient pas tellement, ils avaient chacun leur bulle, dans laquelle ils apprenaient les ragots par le colporteur, il y avait de la violence partout et de la justice nulle part. Je pense qu'il faut le dire aux gens avec un tel constat, le vrai Moyen-Âge, c'est maintenant. Alors nous, à l'inverse, on voit plutôt le Moyen-Âge en bien. On voit le blanc manteau d'église décrit par Raoul Le Glabre, on voit les croisades, on voit les chansons de geste, on voit Baudouin, le roi lépreux, et on entend les larmes aux yeux, la chanson du roi Renaud qui, de guerre vint, portant ses tripes dans ses mains. Et puis, plus près de nous, puisque avant c'était mieux, mais avant ça peut être il n'y a pas très longtemps, avant-hier. Le dernier avant dont nous nous souvenons avec un peu d'émotion, ce sont les 30 Glorieuses, qui est, je pense, un pinacle civilisationnel récent. Et on le constate parce qu'on est obligé d'expliquer à nos enfants, quand on regarde de vieux films, quand on regarde des films d'Henri Verneuil, des films comme ça, que c'était vraiment comme ça. Que les rues étaient propres, qu'elles étaient quasiment désertes, que les voitures étaient belles. Et quand on regarde les archives de l'INA, que vous trouvez en ligne si vous voulez vous faire du mal, on apprend que Porte des Lilas, un métro à pneus flambant neuf, embarqué sur des banquettes de bois, des hommes en chapeau qui laissaient leur place à des dames en jupe. Je ne sais pas si vous êtes retourné Porte des Lilas récemment. Donc le deuxième trait qu'on peut tirer pour définir cet avant dans notre paysage esthétique, c'est probablement 1967. Donc bon repère d'éducation au passage, ce que j'appelle dans le livre le test de 67. Demandons-nous si ce qu'on dit, la façon dont on se comporte et à quoi on ressemble aurait été compréhensible en 67 ou nous aurait valu la peine de mort. Question qui n'est pas anodine. La question de ce regret donc, de ce qui fut, que ce soit 1314, 67 ou n'importe où comme on veut, pose une question logique. Dans tout ce bazar qui est tombé à terre et dans tout ce qu'on a perdu, qu'est-ce qui vaut la peine d'être ramassé dans le fatras postmoderne? Alors si on y réfléchit, on peut dire que d'un strict point de vue esthétique, ce temps d'avant, c'était un univers d'élégance d'une part, morale artistique vestimentaire, et un univers de codes qui en fait, les codes sont libérateurs et permettent une véritable expression de l'individu, bien davantage que la spontanéité, j'emploie ce mot avec des guillemets de plomb. Cette nostalgie esthétique qui nous sert parfois le cœur, je l'ai dit, c'est d'abord le regret de l'élégance, et l'élégance c'est la façon dont on célèbre la beauté quand on n'est pas un artiste. Cette élégance, elle était d'abord vestimentaire, c'est l'élégance d'Athos, le mousquetaire, qui troque sa casaque pourrie pour aller mettre un habit de cour sur lequel il porte les 3 plus grands ordres de chevalerie, parce qu'il va voir Louis XIV. Parce qu'à l'époque, on n'aurait pas imaginé un chef d'État en t-shirt, même dans un pays en guerre.
J'irais même jusqu'à dire, surtout dans un pays en guerre. Il aurait probablement mis son honneur à s'habiller correctement. C'est aussi ça l'élégance, puisqu'au Japon, les samouraïs s'habillaient tous les matins comme s'ils allaient mourir le soir, et quand ils avaient rien à manger, ils se curaient ostensiblement les dents pour faire croire que tout allait bien et qu'ils n'étaient pas nécessiteux. Donc avant, c'est-à-dire jusqu'en 67. On allait bosser en costume, on s'habillait correctement, quel que soit notre CSP comme on dit aujourd'hui. On peut même prendre l'exemple, si on veut tirer jusqu'aux marges, des macros, des costumes de Mac, qui étaient légèrement too much. Et j'irais même jusqu'à dire que puisqu'aujourd'hui porter un costume c'est un acte de combat, peut-être qu'on peut en rajouter un peu. Cette élégance est aussi une élégance artistique. La musique, par exemple, compte pour beaucoup dans une éducation minimum. Elle nécessite une formation de l'oreille, parce qu'on ne peut pas demander à la jeunesse de se brancher sur radio classique directement. En tout cas, faites le test chez vous. Sans avoir apprivoisé la musique. Je pense qu'on peut passer par les compilations, qui sont très bien faites. On peut demander aux enfants, même quand ils sont tout petits, à quoi leur fait penser tel ou tel morceau de musique, ou quel paysage ça leur évoque quand ils ferment les yeux. Et même après quelques mois, on peut faire des blind tests de musique classique. On peut passer par le jazz, qui n'est pas une musique d'ascenseur, mais qui, à mon avis, au contraire, est la bande originale de la vie comme elle devrait être, avec son chagrin pudique, avec sa joie solaire, avec sa nonchalance, avec son brio. Bref, la vieille musique n'est pas de la musique de vieux. Et puis enfin, c'est une élégance morale. Alors on est d'accord, le péché originel ne s'est pas manifesté en 1967. La nature humaine n'a pas changé. Et ce qui a changé, en revanche, c'est le modèle dominant. Les séries qu'on peut trouver en streaming glorifient des comportements un peu pourris, des gens qui sont violents et amoureux, et je pense que quitte à regarder des films de gangsters, c'est peut-être le moment de montrer à la jeunesse, quel que soit son âge, les films de la génération Gabin, Ventura, Delon, il y en a pour tout le monde, du classique avec Verneuil, du sombre avec Melville, L'Armée des Ombres, Le Deuxième Souffle, ou des histoires dans lesquelles même les gangsters ont le sens de l'honneur, et dans lesquelles l'idéal d'une vie de bandit, ce n'est pas de rouler en Porsche jaune et d'employer des armées de choufs au pied de tours en béton. Et puis cette nostalgie, c'est la nostalgie d'un univers de code. Parce que ce temps d'avant, celui d'une certaine élégance, était aussi un univers codifié. Et on voit bien, il suffit de sortir de chez soi, que c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ce qui nous manque aujourd'hui, parce que les codes, les règles rendent les choses simples. Il y a une façon d'écrire, il y a une façon de s'adresser aux gens, et il y a une façon de faire ce qui doit être fait. Et ça laisse de la place pour la véritable singularité. Parce que la personnalité d'un individu ne se mesure pas à une somme de likes ou à un interminable profil LinkedIn sur lequel vous mettez serial entrepreneur, une manière élégante de dire tout ce que j'ai monté c'est cassé la gueule, ou à des photos retouchées. Autrefois, les gens étaient tous pareils, mais chacun d'une manière différente. Aujourd'hui, les gens se veulent tous uniques, mais ils le sont tous de la même façon. En fait, on est devenus comme des voitures personnalisables. On peut choisir la couleur du toit, la couleur des portières, la forme du volant, mais dans une société qui formate insidieusement, on est tous la même voiture. Les codes, c'est précisément l'inverse. Si je reprends l'exemple de l'écriture, on respecte les sauts de ligne, les marges, les formules d'appel, la couleur de l'encre, mais à l'intérieur, on dit absolument ce qu'on veut. En ce sens, dans notre époque où tout est censé être cool, horizontal, bienveillant, mais où les burn-out, les dépressions, les maladies professionnelles et les arrêts qui les accompagnent se multiplient, il n'y a pas plus punk que le baise-main, et plus généralement le savoir-vivre. Il n'y a pas plus bienveillant non plus d'ailleurs, ce sont d'autres codes là aussi. Tout le monde, en tout cas beaucoup d'entre vous, ont probablement un livre de Berthe Bernage ou de la baronne Staff dans sa maison de campagne. Et encore une fois, l'utilité des codes, ce sont des livres tout indiqués pour détourner l'attention du reste de la bibliothèque, puisque dans beaucoup de maisons de campagne, on trouve aussi de vieux exemplaires de SAS. Un dernier ensemble de codes qui mérite d'être particulièrement sauvé, c'est celui de la galanterie. La disparition du prédicat mademoiselle en est peut-être l'un des signes les plus visibles. Vous savez qu'on n'a plus le droit de dire mademoiselle. Donc je vous invite à le dire. Il ne tient qu'à nous de le ressusciter, et c'est la même chose pour la disparition de figures féminines typiquement françaises. On peut en citer deux, en tout cas moi j'en cite deux, Brigitte Bardot et Fanny Ardant, pour des raisons très différentes. La liberté, l'indépendance, une espèce de séduction, et d'un autre côté l'élégance, le mystère, la grâce, et puis une diction qu'on ne trouve plus que dans les films à costume. Ce jeu de séduction aussi quasi automatique dans une discussion entre un homme et une femme en France, en tout cas jusque récemment, fait de mille petites attentions, des approches, des reculs, un petit peu comme une sorte de tango mental qui a fait place à un triste et morne partage dans lequel on coupe l'addition en deux. On ne se tient pas la porte, chacun pense à sa carrière et tout le monde est méfiant. Bref, une éducation minimum, ce n'est pas seulement dire que c'était mieux avant, c'est savoir comment c'était mieux avant. C'était mieux parce que c'était plus beau. Cette nostalgie est avant tout esthétique, ce qui est bien normal puisque la plupart du temps, nous n'avons pas connu l'époque que nous regrettons. Mais elle ne doit surtout pas devenir contemplative. Ça, c'est une maladie héréditaire de la famille réactionnaire, le romantisme stérile, le goût pour les défaites qui ont de la gueule. Voilà. On va y aller, képi sur la tête, musique devant, stick sous le bras. Eh bien, j'espère que ton adjoint a des consignes carrées. Donc, cet esthétisme doit être dépassé par un engagement éthique et un engagement ici et maintenant, pour une poignée de valeurs simples. Alors, il est bien difficile aujourd'hui de parler de valeurs, non pas parce que les valeurs sont tournées en ridicule, ça c'est pas tellement grave, mais parce que le mot est frelaté.
Les valeurs de la République ont fait du mal à ce concept. D'ailleurs, parenthèse rapide, c'est quoi les valeurs de la République? C'est marrant ça, parce que bon, c'est des valeurs qu'on réaffirme à chaque fois avec fermeté, avec la plus grande fermeté, la plus grande de toutes les fermetés. Mais qu'est-ce que c'est? Alors voyons-les en action, on en parle un petit peu dans le livre, moi j'en parle un peu. Où est-ce que les valeurs de la République ont été mises en action? On peut penser à la Vendée par exemple. Un exemple assez complet de déploiement des valeurs de la République. La République a déployé tout son appareil administratif, financier, militaire, etc. Donc il y a une première valeur de la République qu'on peut voir tout de suite, c'est la barbarie, voilà, qui marche très très bien, mais cette barbarie n'est rien dans la République si elle ne se double pas d'une administration. Il faut que les massacres soient couverts par des notes de service. Et la troisième valeur la plus importante, c'est d'effacer cette barbarie et cette administration sous une épaisse couche de mensonges. Donc les trois valeurs de la République, c'est la barbarie, l'administration et le mensonge, et il suffit de se rendre en Vendée pour s'en apercevoir. Bon, maintenant qu'on a réglé ce problème, je propose que nous nous attachions pour une éducation minimum à trois valeurs qui me semblent importantes et qui forment une éthique bien particulière. J'en prends que trois volontairement, parce que le temps nous est compté. La tendresse, le panache et la transmission. Alors pourquoi la tendresse? La tendresse, c'est pas la mièvrerie, c'est pas la bienveillance, ce n'est pas la simple gentillesse, c'est ce que nous avons de meilleur au fond du cœur. Et on n'en a plus tellement l'habitude autour de nous, mais c'est un sentiment qui vaut la peine qu'on se batte pour lui. On n'en a plus tellement l'habitude parce qu'on a déplacé notre centre de gravité affectif. On considère que c'est normal de rembourser les avortements jusqu'à 9 mois, mais on pleurniche devant des calendriers de chatons. La tendresse, c'est une sensibilité à ce qui est doux et innocent, à ce qui est trop gentil pour ce monde qui est parfois si laid et si plein d'une abrasive dérision. On peut penser aux contes d'Andersen, ou aux films Dumbo, ou aux montreurs de marionnettes, ou aux gens qui recousent les ours en peluche, ou aux petits-enfants dont la main se perd dans la grande main d'un grand-père lorsque le soir descend sur la campagne et qui marchent tous les deux. La tendresse, c'est pas quelque chose de honteux, c'est une grande fierté en fait que d'avoir su garder dans un coin de nos vies qui sont souvent utilitaires et sans pitié, un petit coin pour l'émerveillement et une possibilité d'être ému aux larmes par quelque chose de simple. Julius Evola, que vous connaissez peut-être et dont je parle dans le bouquin, disait que les hommes d'aujourd'hui étaient des crustacés, avec à l'extérieur une carapace de machisme ridicule et à l'intérieur une absence de colonne vertébrale. Eh bien, je pense que c'est vrai, et je pense qu'il faut au contraire beaucoup de force réelle pour pouvoir se payer le luxe de la tendresse. On peut penser à Nietzsche qui avait bien pressenti, Nietzsche la tendresse, qui avait bien pressenti le fait que la vraie puissance, c'est celle sur laquelle se termine ainsi par les Zarathustra. C'est un lion qui rit, qui est entouré d'un essaim de colombes, pendant que Zarathustra contemple cette douce paix en pleurant des larmes de joie. Donc la première valeur qui vaut la peine qu'on la défende, je pense que c'est la tendresse. La deuxième valeur, c'est le panache, et c'est un mot on pourrait dire l'esprit chevaleresque, on pourrait dire plein de choses, je choisis volontairement de dire le panache. Le panache, c'est la définition qu'en a donnée Rostand, qui évidemment est à l'origine de la popularisation de ce mot. Le panache n'est pas la grandeur, mais quelque chose qui est au-dessus d'elle, quelque chose de virevoltant, d'excessif et d'un peu frisé. Quelque chose de très français malgré son étymologie italienne, et c'est souvent la source de beaucoup de défaites, on en a parlé il y a quelques minutes, beaucoup de défaites ou beaucoup de morts idiotes pour le plaisir d'un bon mot, pour le plaisir d'une belle attitude. Mais c'est surtout une façon de voir la vie, de penser que rien n'est perdu, et de préférer une formule qui claque à un discours interminable et ronflant. Un discours interminable et ronflant, ça c'est plutôt les Américains. Il faut qu'on fasse attention à ne pas tomber dans cet excès. Le panache dans la rhétorique, c'est les dialogues de Michel Audiard, qui sont un mélange de culture classique et de gouaille parisienne. Audiard, c'est notre Chamfort, je ne parle pas d'Alain Chamfort, je parle de Chamfort le moraliste, en casquette à carreaux, c'est La Rochefoucauld au comptoir. Le panache, c'est aussi pour ça que ces dialogues sont parfaitement ciselés et qui nous parlent encore. Le panache, c'est encore Arsène Lupin, qui est très français lui aussi. Arsène Lupin, il pourrait figurer comme d'autres avant lui sur une affiche avec son chapeau, et puis on marquerait « Êtes-vous plus français que lui ?» Arsène Lupin, il est français jusque dans sa généalogie. C'est le fils d'un professeur de sport de combat qui vient d'un milieu populaire et d'une aristocrate. C'est un cambrioleur sans violence, c'est un escroc au grand cœur qui n'oublie pas de laisser une carte de visite gravée sur le piano après avoir emporté diamants, tableaux et parfois le cœur de la maîtresse de maison. Et il affronte ses tragédies personnelles dans la solitude et le silence, et puis il revient, sourire aux lèvres, un œil à la boutonnière comme si de rien n'était, parce que soigner ses blessures à l'abri des regards, ça aussi c'est du panache. Et puis la troisième valeur qui vaut la peine qu'on se batte pour elle, encore une fois à mon avis, c'est la transmission. Et la transmission, c'est évidemment le premier endroit où elle se fait, c'est le couple et la famille qui sont parmi des bases d'une éducation minimum. Le couple commence évidemment par la séduction, et dans ce domaine, on sous-estime souvent l'apport de Duguay-Clin, coach en séduction, qui nous apporte l'essentiel.
loin des influenceuses, loin des youtubeurs qui prétendent redécouvrir l'âme masculine. Du Guesclin, c'est l'enfant le plus laid de Reine Dinan. C'est l'enfant qui nous apprend que quand on est un homme, on n'a pas besoin d'être beau. Découverte extraordinaire pour les petits garçons. Il suffit d'être riche et puissant, mais on peut être riche et puissant de bien des manières. On peut être riche de son courage, on peut être riche de son audace face à la vie, on peut être puissant par les services qu'on rend, on peut être puissant par ce qu'on apporte au monde. Et Bertrand du Guesclin, qui jusque très tard n'a pas eu le droit de manger à table tellement il était laid, et qui a refusé, son père a refusé de l'adouber tellement il était laid comme l'enfer, et finalement il s'est taillé une place par son courage et par son sens de l'engagement, et il a fini par se marier et par avoir un nombre respectable de maîtresses pour l'époque. Il est mort connétable de France, et quand il est mort, les gens étaient, les assiégés de Randon en Margerie de Lozère actuelle, étaient tellement respectueux de Du Guesclin qui sont eux-mêmes allés déposer les clés de la ville sur sa dépouille. Voilà. Du Guesclin, coach en séduction. La transmission, c'est aussi le couple, c'est-à-dire c'est une équipe qui marche. Une définition un peu sommaire, mais qui vaut ce qu'elle vaut. Et à ce titre, il y a peut-être des gens parmi vous qui s'occupent de préparation au mariage. Pourquoi ne pas montrer autant en emporte le vent à des fiancés dans le cadre de la préparation au mariage? Puisque si l'histoire entre Rhett et Scarlett ne fonctionne pas, c'est peut-être parce que ce sont caricaturalement un homme et une femme qui ne font pas d'efforts. Rhett est égoïste, infidèle, trop direct dans sa communication, mais il est aussi courageux, déterminé et plein d'allant. Scarlett, elle est capricieuse, frivole, soucieuse de plaire, hantée par des rêveries romantiques et perpétuellement insatisfaite. Mais elle est aussi remarquablement forte dans l'adversité, attachée à sa famille et obsédée dans le meilleur sens du terme par l'idée de rebâtir. Et il aurait suffi de pas grand-chose pour que ces deux cœurs n'en fassent plus qu'un. Et puis la transmission, c'est aussi la famille et les enfants. Et de préférence, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, autant d'enfants qu'on peut. Et dans cette famille, de l'amour. Puisqu'une famille qui s'aime, avec une apostrophe, s'aime tout court. Un jeu de mots tellement nul qu'il pourrait avoir été emprunté à un psychanalyste lacanien, mais qui a une part de vérité. On sème des héritiers, mais on sème aussi des témoignages, et on économise des miles de purgatoire en supportant les caractères de tout le monde, et en faisant face en bloc à l'adversité. Ça ne compte pas pour rien dans une éducation, fût-elle minimum. À ce stade, on a vu que la nostalgie esthétique appuyée sur la culture devait donner envie de s'engager pour des valeurs au niveau individuel et d'un point de vue éthique, mais l'éthique personnelle n'est qu'une vaine quête de perfection si elle ne se met pas au service d'un idéal plus grand que soi. Alors voyons donc rapidement ce qui est digne d'être servi. Alors évidemment, il y a la France qui est en péril, on en a parlé, et puis je pense que tout le monde est au courant. Il y a aussi, mais c'est un avis de catholique, la foi et le service de Dieu qui vont de pair avec l'amour de son pays, même à mon avis quand on n'est pas catholique. Et puis pour finir sur du concret et redescendre de quelques étages, cet idéal doit s'incarner dans une quête d'excellence individuelle, mais je reviendrai un petit peu là-dessus. Alors d'abord, je pense qu'on peut servir la France par-delà la République. Il faut apprendre à ceux qui ne le savent pas qu'il y a une France secrète, une vraie, une France vivante, une France charnelle, qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. La plupart des gens tristes d'aujourd'hui, qui sont décrits par les sociologues, notamment par l'excellent Jérôme Fourquet, sont des gens qui sont condamnés à la France moche. C'est lui qui appelle ça la France moche. La France des pavillons de plein pied, des restos dans la zone industrielle, des McDo, la France qu'on traverse quand on sort de l'autoroute. Mais il y a une autre géographie. Et elle n'éclate probablement jamais autant que dans ce que j'appelle dans le livre la France centrale. C'est la France des chemins. La France des chemins noirs, comme dit Sylvain Tesson, ou la France des carnets du grand chemin, comme dit Julien Gracq, et singulièrement tous les deux, ils en appellent au chemin par opposition à la route, par opposition à l'autoroute même. C'est la France des calvaires de pierre, la France des chapelles romanes, la France dans laquelle on fait des goums, la France où il y a des épiceries improbables, des chemins vicinaux et des randonnées en famille, et c'est la France que les panneaux marrons le long de l'autoroute essayent désespérément de singer par des dessins indigents. Voilà. Et puis la France par-delà la République, au-delà de son aspect physique, c'est aussi la France dont on rêve, c'est celle dont rêva le général de Gaulle, qui se faisait, selon une citation célèbre, une certaine idée de son pays. Alors j'évoque de Gaulle, pas en tant qu'admirateur, je ne l'évoque pas tellement en tant que politicien de génie, mais surtout en tant que prestidigitateur. De Gaulle, c'est un génie du music-hall et de la mise en scène, qui a réussi à revêtir le costume de la République pour parvenir à ses fins, un prestidigitateur qui a su transformer la défaite en victoire en 1945, sans passer par la collaboration, comme dit Michel Audiard dans Vive la France, un de ses films qui est un peu moins connu, qui est très sous-estimé, et qui a fait croire à tous les acteurs en présence qu'ils les avaient compris. Et le temps qu'on rallume la lumière, le magicien avait disparu avec les portefeuilles. Un écrivain, un orateur remarquable, formé par l'étude des lettres classiques et porté par la certitude de son propre destin. Et puis la France, c'est le roman national. La France, c'est la France de Lavis.
La France dont on dit « Enfant, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et que l'histoire l'a faite grande », c'est la France des cartes de Vidal de la Blache qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Je vous conseille en particulier la numéro 9, les provinces de France en 1789, pour reparler de 1789. Et puis la France n'est rien sans le bon Dieu, et je pense que tout le monde en est bien conscient ici. On ne peut pas dire que c'est une fille aînée qui ait été irréprochable au fil des ans. Mais bon, après tout, il suffit de relire l'Ancien Testament pour s'apercevoir que le bon Dieu ne choisit pas toujours des peuples exemplaires. Le choix de peuples décevants est peut-être une preuve supplémentaire de son infinie miséricorde. Le bon Dieu n'est pas DRH. Mais on peut quand même se poser la question que je pose dans le livre et à laquelle j'essaye de répondre. Catholique français, pourquoi faire ? Eh bien, c'est un peu la même chose, quoiqu'à une échelle différente, que la France avec la République. C'est-à-dire notre pratique vis-à-vis de l'Église. Comme dit le prince Salina dans Le Guépard, à l'Église a été faite la solennelle promesse de l'immortalité, et comme l'immortalité, c'est long, l'Église a plus de temps que nous au cours de notre pauvre vie pour faire le bien, et puis parfois pour voir ses pasteurs ou ses fidèles succomber au mal en France comme ailleurs. Allons peut-être, mais brièvement, jusqu'à un sujet un petit peu plus sensible, celui de la messe de Saint Pie V, la messe en latin, comme disent ceux qui n'y vont pas. Est-ce que c'est une composante d'une éducation minimum ? Disons que si on considère que la connaissance des langues anciennes et le goût d'un certain respect des formes font partie des choses à maîtriser, on a peut-être un début de réponse. Et puis le seul fait de constater la haine que cette messe simple et belle suscite nous donne également quelques renseignements sur le véritable patron de ceux qui la combattent. D'ailleurs généralement avec des arguments soviétiques, c'est-à-dire biaisés, irrationnels et fanatiques. Mais je n'irai pas plus loin, car la maison du Seigneur est bien assez menacée comme ça aujourd'hui. Nous avons besoin de fraternité, la vraie, pas celle de la République, puisqu'on ne peut être frère que si on obéit à un même père. Et puis la dernière chose, je pense que je n'aurais pas été trop long, la dernière chose qui vaut la peine qu'on se batte pour elle et qui nécessite un engagement idéaliste, c'est le souvenir que nous laisserons pas par vanité, pas le souvenir qu'on laissera dans l'histoire, bien sûr, parce qu'à l'échelle de l'histoire, on n'est personne et on ne laissera rien. Mais l'histoire, le souvenir qu'on laissera dans nos familles, parmi nos amis, et surtout devant nos enfants. D'abord, on s'inscrit dans une continuité. On se doit d'être à la hauteur des figures tutélaires qui sont mortes. Alors pour ma génération, les figures tutélaires qui sont mortes, évidemment, il y a Élie de Saint-Marc, et puis il y a Jean Raspail et Vladimir Volkov, période Radio Courtoisie, les grandes heures de Radio Courtoisie, à l'époque où c'était un petit peu plus artisanal. Vous avez probablement connu ces décennies 90-2000, à l'époque où c'était des dames qui avaient la voix de Béatrice de Montmirail, qui lisaient les messages des auditeurs, qui étaient laissés sur des trucs complètement préhistoriques et avec un niveau d'à peu près qui était rétrospectivement hyper attendrissant. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, faciliterait la tâche de notre secrétariat bénévole. Et puis, c'était des figures tutélaires qui ont beaucoup compté pour ma génération parce que, littéralement, Raspail et Volkov étaient invités au moins une fois par semaine, soit le lundi chez Jean Ferré, soit le mercredi chez Serge de Beketch. Voilà, et donc, ils se renvoyaient la balle comme des vieux potes de pension et ils faisaient leur numéro. Ils arrivaient à un âge où on interprète à la perfection sa propre personnalité. Et donc voilà, c'était très chouette et on ne peut qu'essayer d'être digne de cette époque-là. Et puis même les figures tutélaires vivantes, on peut penser à Bernard Legan, ce croisement improbable entre un officier prussien et le chasseur de Jumanji. Ou on peut penser à Jean-Pax Meffray, notre Johnny à nous, qui continue à croire qu'il est un monument intergénérationnel. Il a raison. Et que son public n'est pas de droite, il a tort. Tous ces gens qui nous ont précédés ont connu l'adversité, la vraie. Nous, finalement, eux, ils ont parfois risqué la vie et nous avons eu de petits combats. Des petits combats que malheureusement pour la plupart nous avons perdus. Le Pax, le mariage pour tous, les élections présidentielles, les élections législatives, les élections en général. Les t-shirts de nos défaites s'accumulent dans les placards. Et pourtant, nous continuons à nous prendre pour le sel de la terre, comme le pharisien de la parabole. Merci mon Dieu, je ne suis pas comme tous les autres. J'ai un monospace, une maison en Bretagne, je donne la dîme de ce que je gagne à des associations qui pensent bien. Mais demain, les générations qui manquent si cruellement d'une éducation minimum, et notamment la génération de nos enfants, risquent de devoir affronter des menaces existentielles, et ils en sont parfaitement conscients, peut-être parfois plus que nous, et nous ne pouvons pas être le maillon faible. Et puis, nous devons aussi être à la hauteur de l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes. Nous avons tous rêvé, quand nous étions enfants, de ce que nous ferions comme des grandes personnes. Et ben voilà, on y est. Alors, nous demande l'enfant que nous étions, et qui voulait devenir cosmonaute, agent secret ou pâtissier, on en est où ? C'est ça aussi une éducation minimum. On est entouré de livres de développement personnel qui nous incitent à devenir la meilleure version de nous-mêmes,
connaissez probablement cette formule stupide. Et bien cette version, pour un catholique, c'est la version où on rembourse ses talents, même si l'idée de rembourser le bon Dieu est un petit peu difficile, pas évident, mais vous voyez ce que je veux dire. Cette quête personnelle de l'exigence, c'est donc un idéal qui ne compte pas pour rien dans une éducation, la nôtre comme celle des enfants qui nous suivront. Un exemple simple, qui parlera à tout le monde, les métiers dans Babar. Vous vous souvenez Babar quand il... vous vous souvenez, enfin, je sais pas. Et Babar, quand il installe Célesteville, il fait défiler tous les corps de métier. Et il fait défiler tous les métiers qui existent pour de vrai, quoi. Les maçons, les sculpteurs, les peintres, les vieilles dames, les médecins, les avocats. Voilà. Dans Babar, il n'y a pas de chargé de prévention. Dans Babar, il n'y a pas de responsable diversité et inclusion. Bref, si notre métier n'est pas dans Babar, a été parmi les premiers à dégager pendant le Covid, et est impossible à expliquer à vos enfants en une phrase simple, c'est peut-être un travail qui n'est pas à la hauteur de vos rêves. Fin de la parenthèse. Et puis enfin, nous avons un devoir d'exemplarité vers l'extérieur, c'est-à-dire vers les gens qui ne pensent pas comme nous et qui n'attendent qu'une occasion pour critiquer ce que nous leur proposons. Nous devons incarner ce que nous prônons, si possible avec le sourire et si possible encore mieux avec un petit peu de charme. J'avais entendu il y a une vingtaine d'années une blague d'un comique américain qui s'appelle George Carlin, qui est mort maintenant, qui est une espèce de Jean-Marie Bigard américain, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Voilà. Et il avait cette phrase qui était à la fois pas très fine et en même temps qui poussait à la réflexion. Comment se fait-il que les gens qui sont contre l'avortement sont des gens avec qui de toute façon on n'aurait jamais eu envie de coucher? Donc une éducation minimum, c'est aussi une éducation qui rayonne vers l'extérieur. Nous avons le devoir de témoigner et de montrer ce que nous pensons, ce que nous défendons, et ce en quoi nous croyons, tout ça en étant sympa, ouvert, jamais sur la défensive, et sans jamais s'excuser, puisque nous avons raison, et avec le sourire, bien sûr. Alors, on arrive à la conclusion, puisque j'ai fait 3 parties. J'ai essayé de vous montrer à grands traits, et j'ai pas du tout résumé le livre, parce qu'il y en a encore plein, et puis il y a des trucs que je vous ai dit qui n'y sont pas, enfin voilà. Ce que j'ai dit peut-être sera dans le volume 2 à paraître. J'ai essayé de vous montrer ce que pouvait être une forme d'éducation minimum, et idéalement, c'est ce qu'on essaye de transmettre. Romain Saint-Séran qui a fait de très beaux dessins pour ce livre, et moi. Dans le meilleur des cas, ce sera un mélange entre plein de choses qui sont difficiles à atteindre, en tout cas sous forme de point d'équilibre. Un mélange entre de l'admiration, de la gratitude, de la nostalgie, de la tendresse, du courage, du panache, de la galanterie, de l'élégance, de l'audace, de la motivation, du charme, de la foi, du patriotisme, de l'humour, de l'exigence, de la culture et de l'enthousiasme, et tout ça le plus nonchalamment possible, puisque ça va bien se passer et le bon Dieu a un plan. Je voudrais terminer là-dessus. La France, historiquement, et vous le savez aussi bien que moi, c'est le pays qui se réveille à minuit moins le quart. Si on avait été français en 1427, bon là on pense qu'on a des raisons de désespérer, mais si on avait été français en 1427, la France c'était Bourges et sa banlieue. Et on se serait probablement dit, bon bah c'est bon, les Anglais sont là, et puis il faut beaucoup d'efforts, ils n'y sont pas obligés, et puis c'est quand même une belle langue, et puis c'est pas si grave, puis on est riche de nos différences. Et puis bon, 2 ans plus tard, Jeanne d'Arc. Idem pour tout. Idem pour les taxis de la Marne, idem pour les apparitions de la Vierge aux portes de Paris. Ça a toujours été comme ça. La France, c'est le pays qui ne comprend rien tant qu'on n'est pas au bord du gouffre, et peut-être même avec un demi-pied à l'intérieur. Mais l'espérance, disait Bernanos, qui lui aussi fait partie d'une éducation minimum, c'est une disposition héroïque de l'âme dans la plus haute forme et le désespoir surmonté. Donc dans 1000 ans, en parcourant les ruines de Paris, j'espère que nos lointains descendants se diront, avec tendresse et reconnaissance, que nous avons fait face à des temps difficiles, que nous nous en sommes sortis, et qu'ils sont là indirectement, grâce à l'éducation que nous leur avons transmise. Dans cette salle, je pense qu'aucun d'entre nous n'entrera dans les livres d'histoire, en tout cas pas moi, et tout ce que nous pouvons espérer être à notre petit niveau, c'est des rivières souterraines, dont la source n'est pas visible, mais qui irriguent en profondeur, et si possible pendant des siècles, un territoire entier. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Merci. Est-ce qu'il y a quelques questions? Allez, soyez pas timide. Quelqu'un là?
C'est peut-être un slogan pour vaincu heureux, mais est-ce que vous pensez que les minorités peuvent écrire l'histoire ou est-ce que c'est une pilosée? Je pense que ce sont toujours les minorités qui écrivent l'histoire. Et ce sont les minorités fanatiques et... Fanatiques. Oula. Ce sont les minorités fanatiques et mobiles qui gagnent sur les masses modérées et repues, en fait. Quand on dit que ce sont les minorités qui écrivent l'histoire, ce ne sont pas les minorités telles qu'on les entend aujourd'hui. C'est pas une mosaïque de gens qui pleurnichent. Ce sont les minorités agissantes, quoi. C'est peut-être mon côté marxiste, mais voilà. Alors on peut retrouver une forme de parallèle avec ça dans l'opposition entre les... Vous savez, il y a beaucoup ça, il y a ça en Asie centrale, il y a ça dans la région des Grands Lacs. Il y a toujours une minorité de chasseurs nomades et une majorité de commerçants sédentaires. Et à chaque fois, le chasseur nomade, parce qu'il est comme ça, parce que le mouvement, l'action, l'agression, l'initiative sont dans son ADN, gagne sur le commerçant sédentaire, même si les commerçants sont plus nombreux. Est-ce que ce sont les minorités qui écrivent l'histoire? J'en sais rien, ce sont les gens qui ont gagné qui écrivent l'histoire. Donc il faut que les minorités gagnent, les bonnes minorités. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Une autre question? À quel âge on donne votre livre là? On l'offre à partir de quand? À partir de 4 ans. Non, alors je ne saurais pas vous répondre très précisément. Ça dépend beaucoup de ce que les gens à qui vous allez l'offrir s'attendent à y trouver. Moi je suis comme tout le monde, je ne veux pas être une source de scandale pour mon prochain. Il y a peut-être des tournures de phrases ou des sujets abordés qui le réservent aux grands ados, mais j'en suis même pas sûr. Le plus simple, c'est que vous le lisiez, que vous fassiez votre idée. Moi j'ai une question, les éditions Magnus, Furia, comment ça se passe, ce mélange entre vous, Papacito, Laurent Berton? C'est comme des gens qui viennent d'horizons différents. Alors c'est une question marrante parce que oui, ça pourrait être curieux. En fait, ce sont les gens les plus gentils du monde. C'est souvent comme ça. Hein. Souvent, les gens qui ont l'air sympas sont... Enfin, peu importe. Donc ça se passe très bien. Il y a des gens très différents qui ont tous en commun, je pense, l'amour de la France et la volonté de la défendre par tous les moyens, même légaux, pour reprendre une vieille formule. Et ça se passe très très bien. Je vous avoue que quand j'ai vu le truc se lancer et que je savais que je faisais partie de l'aventure, et je ne savais pas qui allait illustrer mes articles, donc c'est Romé de Saint-Céran, c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi j'avais un peu peur d'être illustré par un dessinateur que j'aurais pas conseillé à mes enfants. Et Romé, quand on lui a dit tu vas illustrer des articles de la Furia, il s'est dit ouf. Et finalement, le binomage a été bien fait, c'est Marceau qui s'occupe des adéquations entre écrivains et dessinateurs, donc ça se passe très bien. Et de manière générale, en fait, la cohabitation se passe bien. Je pense que le sectarisme est profondément un truc de gauche. En fait, à partir du moment où les gens ont un socle commun, en fait, la façon dont ça s'exprime est secondaire. Voilà. Il n'y a jamais eu de problème, jamais eu de dissension, et même, je pense que Marceau est probablement un des types les plus gentils que je connaisse. Ouais, je sais que c'est bizarre. Non, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Eh bien, merci beaucoup, cher Arnaud, pour cette conférence qui va nous donner envie de lire votre livre, qui sera donc en vente juste après cette conférence. Vous aurez aussi à la fin de la salle, au fond de la salle, un pot qui vous est offert par le Club Sindo. Donc je demanderai aux bonnes âmes d'ouvrir les bouteilles qui sont et de disposer les gâteaux. Et n'hésitez pas, n'hésitez pas à poursuivre la discussion donc,
Arnaud se tient à votre disposition encore quelques minutes pour creuser tel ou tel sujet, parler de tel ou tel auteur. Et si vous voulez avoir une dédicace, donc n'hésitez pas. Voilà, merci beaucoup à tous. On va finir par une prière. Et puis, la suite, c'est la dédicace. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi. Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Saint Dominique, Priez pour nous. Notre-Dame de France, Priez pour nous. Mon Dieu.